Si vous avez grandi en France, il y avait sans doute un Jouef sous votre sapin. Le coffret qu'on ouvrait le matin de Noël, les rails posés en cercle sur le tapis du salon, le transformateur qu'on branchait avec appréhension et cette petite locomotive qui prenait de la vitesse sous vos yeux. À son apogée, Jouef était la deuxième entreprise du Jura, derrière un géant mondial de la chimie. Elle faisait travailler près d'un dixième d'une ville entière et produisit une seule de ses locomotives à plus de 2 millions d'exemplaires. La maison avait survécu à la fin des 30 Glorieuses, survécu à l'arrivée des jeux vidéo, survécu à la concurrence italienne, aux faillites de ses propriétaires, à 3 redressements judiciaires. Et puis, après plus d'un demi-siècle de fabrication dans le Jura, les presses de Champagnole se sont arrêtées. Comment un nom qui avait sa place sous chaque sapin de France a-t-il fini fabriqué à l'autre bout du monde ? Chapitre 1. L'homme aux feux rouges et verts. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, par un homme qui savait vendre avant de savoir fabriquer. En 1931, un jeune commerçant parisien du nom de Georges Huard signe un contrat d'agent pour écouler les articles de bois-sellerie, ces objets en bois tourné, jouets et ustensiles, que produisaient les ateliers autour de Champagnole, dans le Jura. Il a 25 ans, il vient de la Franche-Comté, et il vient de comprendre quelque chose que personne d'autre n'a encore vu. Il a compris que la main-d'œuvre du Jura était habile, disciplinée, bon marché, et qu'elle attendait qu'on lui donne quelque chose à faire. Georges Huard n'est pas un ingénieur, il n'est pas un artisan. C'est un homme d'affaires, né en 1906, qui a le don rare de flairer un produit avant qu'il existe. La boissellerie qu'il vend au début des années 30, ce sont ces menus objets de bois tourné qui sortaient par milliers des ateliers de Champagnole. Quilles, jeux de chevaux, hochets, petits meubles de poupée. Un artisanat modeste, rural, mal payé, mais d'une habileté que Huard mesure immédiatement. Il travaille alors avec la maison qui deviendra plus tard Jeux Jura, détenue par un homme du pays, Bernard Liégeon. Ce contrat entre les deux hommes durera près de 30 ans, jusqu'à sa rupture en 1958. Car entre-temps, l'agent commercial parisien sera devenu un industriel qui n'a plus besoin de personne. Pendant plus de 20 ans donc, il apprend le terrain jurassien mètre par mètre, les familles qui travaillent à domicile, les ateliers de village, les femmes qui montent des pièces à la table de la cuisine le soir venu. Il connaît les hommes qui font tourner le bois, et il connaît le prix auquel ils le font tourner. C'était, on le comprendra plus tard, la vraie fortune de Georges Huard. Non pas un capital, mais une carte. La carte mentale d'un département tout entier, de ses mains disponibles, de ses savoir-faire, de ces hivers pendant lesquels il n'y avait rien d'autre à faire que travailler. Il faut ajouter une chose à ce portrait, car elle explique tout le reste. Georges Huard était un passionné de technique et de procédés industriels. Ce vendeur qui n'avait pas fait d'école d'ingénieur multipliait les brevets dès les années 40, comme un inventeur autodidacte. Il ne se contentait pas de commercialiser, il voulait comprendre comment on fabriquait, et comment on fabriquerait mieux, moins cher, plus vite. Cette obsession du procédé, de la presse, du moule, du plastique injecté, sera la clé de sa domination. D'autres feraient de plus beaux trains. Personne n'en ferait d'aussi bons à ce prix. Puis vient la guerre, et c'est là, en pleine occupation, que se produit le geste le plus révélateur de toute sa vie. En janvier 1944, alors que la France est encore occupée, que l'issue du conflit n'est pas jouée, que la plupart des hommes pensent à survivre plutôt qu'à entreprendre, Georges Huard dépose une demande de brevet. Pas pour une arme, pas pour un produit de nécessité, pour une voie ferrée miniature, un jouet. Il faut s'arrêter sur cette date. En 1944, cet homme prépare déjà l'après-guerre. Il prépare déjà le monde qu'il veut construire. Un monde où les enfants français joueront au train. Il fonde son entreprise cette année-là et lui donne un nom simple, presque naïf. Le jouet français. Quelques années plus tard, la contraction viendra d'elle-même. Le jouet français deviendra Jouef. Les premiers produits ne sont pas des trains. Ce sont des articles ménagers en plastique, des jouets de bazar, des petites voitures et des canots en tôle, des jeux de chevaux, des têtes de poupées. Huard fabrique ce qui se vend, tout ce qui se vend, dans une France de l'immédiate après-guerre où l'on manque de tout et où le moindre jouet est un luxe. Mais dans un coin de son esprit, il y a déjà les rails.
Le brevet de janvier 1944 n'était pas un caprice, c'était un plan. Le premier train sort avant 1949. C'est un autorail en tôle lithographiée, baptisé Alger-Tombouctou, le transsaharien, ce train de rêve qui devait un jour traverser le désert et ne l'a jamais fait. Le jouet, lui, avance. D'abord tiré par un caoutchouc torsadé, comme un simple jouet à ressort, puis par un petit moteur mécanique. Ce n'est pas encore l'électrique, ce n'est pas encore la légende. Mais c'est le début, et Huard le sait mieux que quiconque. Et puis Georges Huard prend la décision qui va tout changer. Pas une décision de patron, une décision de visionnaire. À cette époque, le train miniature en France, c'est le domaine de l'échelle haut, de grandes maquettes, lourdes, encombrantes, chères, qui occupent une pièce entière et vident un salaire. Huard fait un autre pari. Il choisit l'échelle HO, le 1/87e, 2 fois plus petite, 2 fois moins encombrante. Un train qui tient sur une table. Un train qu'une famille ouvrière peut s'offrir. Et il l'accompagne d'une idée de génie commercial. Le coffret. Tout dans une boîte. La locomotive, les wagons, les rails, le transformateur. On ouvre, on pose sur le tapis du salon, et le train roule. Pas de montage savant, pas de compétences d'ingénieur. Un enfant de 7 ans pouvait faire circuler son premier convoi le matin de Noël, avant même que le café soit servi. C'est là toute la philosophie de Georges Huard, et il faut la comprendre pour comprendre tout le reste de cette histoire. Jouef n'a jamais été la marque des riches. Jouef n'a jamais fait dans le métal précieux et la maquette de collectionneur. Dès le premier jour, Jouef, c'est le plastique injecté, robuste, simple, bon marché. Le train du peuple. C'est par le bas prix que Huard va conquérir la France. Retenez cela, parce que plus tard, on racontera cette histoire à l'envers. En 1950, Huard installe pour de bon ses ateliers dans le Jura. Champagnole, Foncine, Mignot-Villard, Salins, Célières, Sirot. Des noms de villages, pas de villes. Et partout, ce travail à domicile qu'il avait appris à connaître 20 ans plus tôt. L'historien Clive Lamming résumera la chose d'une formule qu'on n'oublie pas. À cette époque, la Franche-Comté, c'est la Chine d'aujourd'hui. Et c'est bien moins loin. Restait à donner un caractère à cet empire naissant. Le caractère, ce fut celui de son fondateur. Ceux qui ont travaillé pour Georges Huard s'en souviennent tous. L'ingénieur maison, Paul Trouvé, en a laissé un portrait sans complaisance. Un homme qui en imposait, presque un despote, obsédé par les bilans de production. Si on ne l'affrontait pas, il vous abaissait. Mais il pouvait aussi être profondément humain, vous aider dans vos soucis personnels. Il était, dit Trouvé, très respecté. Et puis il y avait le bureau. À l'entrée du bureau de Georges Huard, un feu bicolore était installé, vert, rouge, commandé par une sonnette. Vert, vous pouviez entrer. Rouge, vous attendiez. Un patron paternaliste à l'ancienne, qui régnait sur son entreprise comme un chef de gare règne sur son quai. C'était l'homme au feu rouge et vert. Et pendant près de 30 ans, tout Champagnole a vécu au rythme de son autorisation. Chapitre 2. Le train dans la boîte. Le vrai décollage, celui qui fait entrer Jouef dans les foyers et dans les mémoires, date de 1954. Cette année-là, la France vit un moment de fierté nationale. La SNCF vient de moderniser son réseau électrique et une locomotive va bientôt entrer dans la légende. Le 29 mars 1955, sur une ligne des Landes, une motrice pulvérise le record du monde de vitesse sur rail. 331 km/h. La France entière en parle. Les journaux titrent. Les enfants découpent les photographies. Georges Huard, lui, ne découpe pas les photographies. Il fabrique la locomotive. Jouef sort sa BB 9003, puis la BB 9004, celle du record, équipée de ce fameux moteur basse tension que tout le monde, dans les ateliers, appelait le saucisson à cause de sa forme. Un petit moteur robuste, presque indestructible, qui allait tourner dans des millions de mains d'enfants. Et pour lancer tout cela, Jouef édite un coffret qui va devenir mythique, le Sud Express. Sur la couverture, un dessin. L'illustrateur s'appelle René Le Tourneur,
et il vient de créer, sans le savoir, l'un des personnages les plus reconnaissables de l'enfance française. Un petit garçon en tenue de chef de gare, casquette sur la tête, qui accueille le train. Ce petit chef de gare va se retrouver sur des centaines de milliers de catalogues. Il va devenir le visage de la marque. Pour toute une génération, ce dessin, c'est Noël. Le coffret Sud Express fait davantage que vendre un train. Il vulgarise une idée. Jusque-là, le train électrique était une affaire compliquée, à loisir de spécialistes qui savaient câbler, souder, comprendre les tensions. Jouef le rend simple. On sort la boîte, on pose le circuit, on branche le transformateur, et cela roule. La technique disparaît derrière le plaisir. C'était exactement la promesse de Georges Huard depuis le premier jour. Mettre entre les mains d'un enfant de 7 ans ce qui, ailleurs, restait réservé aux adultes fortunés. Le génie de Jouef n'était pas dans la locomotive, il était dans la boîte. Puis vient la locomotive qui va battre tous les records, non pas de vitesse, mais de longévité. Une petite locomotive tender, la 020, référence 708. Rien de spectaculaire. Une machine modeste, simple, presque humble. Elle sera produite à plus de 2 millions d'exemplaires, sur une carrière de plus de 40 ans. 2 millions. Songez-y, il n'existe pas une famille française d'une certaine époque qui n'ait eu, quelque part dans une boîte, au fond d'un grenier, cette petite locomotive-là. C'est ainsi que Jouef s'installe, non par le haut, mais par le bas. Non par le luxe, mais par le nombre. Au début des années 60, quelque chose se met pourtant à changer dans la demande. Les enfants grandissent, les pères s'y mettent, et tout le monde veut désormais des modèles exacts, fidèles, reconnaissables. Huard le sent. Il intègre dans son bureau d'études de vrais modélistes, des hommes comme Pierre Baglin, comme le documentaliste Pierre Pichon, capables de reproduire une locomotive réelle jusque dans ses rivets. Et il conserve son obsession fondatrice, produire à très bas prix. C'est cette combinaison, la justesse du modèle et la modicité du prix, qui va faire de Jouef un rouleau compresseur. Les concurrents historiques ne résistent pas. Il faut mesurer ce qui se joue là, car c'est une bascule dans l'histoire du jouet français. Les vieilles maisons du tout métal, Giep, Hornby français, incarnaient jusque-là le train miniature. Des objets lourds, précis, magnifiquement ouvragés, mais chers, réservés aux familles aisées et aux vitrines des grands magasins parisiens. Elles représentaient le prestige, elles représentaient le passé. Face au plastique injecté de Champagnole, produit à une fraction du coût, elles ferment ou reculent, l'une après l'autre. Les importateurs des grandes marques allemandes, Märklin, Fleischmann, ces noms qui faisaient rêver les puristes, voient leur clientèle fondre. Jouef ne les bat pas sur la qualité de prestige. Il ne cherche même pas à les concurrencer sur ce terrain. Jouef les balaie sur le prix, sur le volume, sur l'accessibilité. Vers le début des années 70, comme le dira l'historien Clive Lamming, le marché national appartient en très grande partie à la firme du Jura. C'est ici qu'il faut corriger une idée reçue, parce qu'elle empoisonne le souvenir qu'on garde de Jouef. On raconte parfois que Jouef aurait été, à l'origine, un fabricant de modèles nobles et métalliques, avant de se laisser aller au plastique bon marché. C'est l'inverse exact de la vérité. Le métal noble, c'était les autres, Giep, Hornby, les Allemands. Jouef, dès le premier jour, c'était le plastique populaire. Et ce n'est pas malgré ce choix que la maison a régné, c'est grâce à lui. Jouef n'a pas trahi une vocation de luxe. Jouef a démocratisé un plaisir qui, sans lui, serait resté celui d'une minorité. Et les modèles s'enchaînent, chacun devenant un objet de désir. L'autorail X3800, celui que tout le monde surnommait le Picasso à cause de sa cabine de travers, la Pacific North 231C, la Super Pacific. Les vapeurs, la 040TA, la 140C, la 141R, la 241P. Les diesels, les électriques modernes, la BB 67000, la CC 40100. Et au sommet de cet artisanat de masse, la 141P, étudiée par Pierre Baglin et sortie en 1975. Le point le plus haut du premier âge d'or, une vapeur d'une finesse qui laissait les amateurs sans voix. Mais Jouef ne se contente pas de copier le réel. Jouef invente. En 1968, Paul Trouvé, le même ingénieur au portrait sévère,
met au point le Jouef-matic, une télécommande électronique pour piloter les trains. 20 ans, disent les connaisseurs, 20 ans d'avance sur le reste du monde du modélisme. Il y a aussi le circuit automobile Record 64, lancé pour le Noël de 1963. Et il y a les bâtiments, ces gares, ces halles, ces maisons au 1,87e, dessinées par le maquettiste Alain Prat, dont la fameuse gare de type PLM de Neuvy-sur-Loire sera montée, pièce par pièce, par des milliers de familles réunies autour d'une table. Jouef ne vend pas des jouets. Jouef vend des soirées entières, des dimanches d'hiver, des heures passées ensemble sur le tapis du salon. L'entreprise s'étend dans toutes les directions. Elle ne se contente plus des trains. Elle importe les petites voitures anglaises Corgi Toys, les jeux de construction Kiddicraft. Elle exporte au Royaume-Uni sous le nom de Playcraft, portant les couleurs du Jura jusque de l'autre côté de la Manche. En 1969, elle rachète l'allemand Egerbahn pour maîtriser une échelle encore plus petite, le HOE, et priver ses concurrents d'un terrain de croissance. Le catalogue de 1960 annonçait déjà plus de 1400 salariés. La petite maison de Georges Huard, née d'un brevet déposé sous l'occupation, était devenue une puissance qui achetait ses rivaux et dictait ses prix à un marché entier. Un seul rival tient bon, et ce n'est pas un hasard. C'est un Italien. Lima, fondé à Vicence en 1946, 2 ans à peine après le Jouef français. Lima a compris la leçon de Jouef mieux que personne, parce que Lima a copié Jouef, le plastique, le bas prix, le volume, la même stratégie exactement. Pendant que les Allemands, Märklin, Fleischmann, Triggs, Rocco se disputaient le haut de gamme et que Rivarossi occupait le milieu, Lima se battait sur le seul terrain qui comptait vraiment, celui de la firme de Champagnole. Retenez ce nom lui aussi, car un jour, ce concurrent italien ne se contentera plus de copier Jouef. Il la possédera. Et il l'éteindra. Chapitre 3. La fourmilière du Jura. Pour comprendre ce que Jouef représentait, il faut quitter les catalogues et entrer dans le Jura. Il faut aller à Champagnole. Champagnole, qu'on surnommait la perle du Jura, était alors une petite ville d'environ 8000 habitants, posée à 540 mètres d'altitude au pied du mont Rivel. Une ville de forêts, de rivières, d'hivers longs. Une ville qui, comme tout le Jura, avait derrière elle une longue tradition de travail. La force de l'eau, le travail du bois, la métallurgie des aciers spéciaux. Et depuis les années 50, une ville qui vivait, respirait, dormait au rythme de Jouef. Le matin, on ne se rendait pas seulement à l'usine, on se rendait aux usines. Car Jouef, ce n'était pas un bâtiment, c'était un archipel. Jusqu'à 13 sites répartis dans le Jura et le Haut-Doubs. Foncine, Salins, Célières et bien d'autres villages où l'on moulait, montait, peignait, emballait. Et autour de ces ateliers, il y avait l'immense réseau invisible du travail à domicile. Une véritable fourmilière, comme disaient les anciens. Des femmes, surtout, qui recevaient les pièces chez elles et les assemblaient à la table de la cuisine, entre 2 repas, pendant que la soupe chauffait et que les enfants faisaient leurs devoirs à côté. Des locomotives naissaient dans les salles à manger des villages jurassiens. Des convois entiers prenaient forme à la lueur des lampes de cuisine, l'hiver, quand la neige coupait les routes et qu'il n'y avait, de toute façon, nulle part où aller. C'était un système qui prolongeait, sans le dire, la vieille tradition de la boissellerie. Le même Jura, les mêmes mains, le même travail domestique, sauf qu'au lieu de tourner du bois, on montait désormais des trains. Georges Huard n'avait rien inventé de ce système. Il l'avait simplement compris avant tout le monde et mis au service du plastique. Entrez maintenant dans l'atelier principal, celui de Champagnole. On l'appelait l'usine Bugnet, du nom de Roger Bugnet, son directeur de 1956 à 1973, un homme devenu si central qu'il finit par diriger toute la firme. L'usine avait son propre embranchement ferroviaire. Chaque semaine, un wagon partait de Champagnole, chargé de trains miniatures, tirés par un vrai train. Il y avait quelque chose de juste, presque de poétique dans cette image. Les petits trains du Jura quittaient l'usine par le rail, comme leurs grands frères. À l'intérieur, l'odeur d'abord. L'odeur du plastique chaud, tenace, un peu sucré, un peu chimique, qui imprégnait les vêtements et ne partait pas au lavage. Les enfants des ouvriers reconnaissaient leur père à cette odeur avant même de le voir rentrer. Le bruit ensuite,
le halètement régulier des presses à injecter, ce claquement sourd et répété qui rythmait la journée, si constant qu'au bout d'une semaine, on ne l'entendait plus, jusqu'au jour, bien plus tard, où il s'arrêterait pour de bon. Et la matière, partout, les grappes de pièces de plastique encore brûlantes qui sortaient des moules par fournées entières, les carrosseries de locomotives alignées par centaines, attendant la peinture. Car il faut comprendre ce qu'était le cœur du procédé, ce que Georges Huard avait passé sa vie à perfectionner. Tout partait du moule. Une pièce d'acier usinée avec une précision extrême, dans laquelle on injectait le plastique fondu sous pression. Un bon moule coûtait une fortune et durait des années. Il fallait le protéger comme un trésor, car c'était lui, et non l'ouvrier, qui garantissait que la millième locomotive serait identique à la première. Ces moules étaient la véritable richesse de Jouef. Le jour viendrait où on les chargerait sur des camions pour les emporter à l'étranger. Mais ce jour-là, personne dans l'atelier ne pouvait l'imaginer. Puis venait la peinture, et c'était l'art de la maison. Des ouvrières, car c'étaient souvent des femmes, aux doigts fins et à la patience infinie, appliquaient les filets, les numéros, les logos de la SNCF sur des pièces plus petites qu'un pouce. Un trait de trop, et la locomotive était bonne pour le rebut. Un savoir-faire qui ne s'apprenait pas à l'école. Un savoir-faire qui se transmettait d'une main à l'autre, d'une génération à l'autre, dans les ateliers du Jura. On montait ensuite le moteur saucisson, on assemblait, on contrôlait, on emballait. Et chaque semaine, le wagon repartait, plein. Et c'est là qu'il faut dire une chose, parce que la mémoire ouvrière de Champagnole y tient. Chez Jouef, on ne travaillait pas seul, on travaillait en famille. Le mari à l'atelier, la femme à la peinture ou à domicile, des couples entiers, des fratries, des voisinages complets vivaient de la même entreprise. Champagnole ne comptait qu'environ 8000 âmes, et Jouef en faisait travailler près d'un dixième. Une ville sur 10 travaillait à faire rouler les rêves des autres. Un ancien responsable d'atelier, Christian, qui passa 28 ans dans la maison, l'a dit simplement, et sa phrase vaut tous les bilans comptables. On est devenu la deuxième entreprise du département, derrière Solvay, le jour où l'on a atteint les 1200 employés. La deuxième entreprise du Jura. Derrière un géant mondial de la chimie. Une maison de jouets en plastique, née d'un commerçant parisien et d'une poignée de villages, devenue la deuxième puissance industrielle d'un département français. Voilà ce qu'était Jouef. Chapitre 4. La deuxième maison du département. Mais une usine, ce n'est jamais seulement des presses et des moules. C'est un monde. Et le monde de Jouef, dans ces années-là, débordait largement des murs des ateliers. Il y avait d'abord le sport. L'association sportive Jouef, l'AS Jouef, faisait vivre le football, le handball, le ski, le canoë. On portait les couleurs de son usine le dimanche, comme on portait son bleu de travail la semaine. Les enfants des ouvriers grandissaient sur les terrains de l'entreprise de leurs parents. On naissait dans Jouef, disait-on à Champagnole, et l'on continuait dans Jouef. Il y avait le comité d'entreprise, avec ses ventes privées, ses avantages, cette part de la République qui entrait dans l'usine et rendait la vie ouvrière un peu moins rude. Il organisait ce qui, pour beaucoup de familles jurassiennes, resterait le plus beau souvenir de l'enfance, les colonies de vacances. Les enfants des ouvriers de Champagnole partaient l'été, portés par l'entreprise de leurs parents, découvrir la mer ou la montagne qu'ils n'auraient jamais vues autrement. On ne mesure pas toujours ce que cela voulait dire, dans une France encore modeste, que le train miniature de Champagnole payait de vraies vacances à de vrais enfants. Et puis il y avait la cantine, car aucun récit d'usine française ne serait honnête sans elle. À midi, on ne mangeait pas un sandwich debout devant sa machine. On s'asseyait. On mangeait ensemble, correctement, un vrai repas. C'était le moment où l'atelier redevenait une communauté d'hommes et de femmes plutôt qu'une chaîne de production. On y parlait du travail, des enfants, du match du dimanche, du modèle en préparation. 1 heure, chaque jour, où l'usine se souvenait qu'elle était faite de gens. Il y avait, dans toute la région, ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Et il y avait, chaque année, le catalogue. Il faut avoir tenu entre ses mains un catalogue Jouef pour comprendre.
Ce n'était pas un dépliant publicitaire, c'était un livre. Un véritable manuel de modélisme distribué à des centaines de milliers de familles, jusqu'à 300 000 exemplaires. Les enfants le feuilletaient jusqu'à en connaître chaque page par cœur, entouraient au crayon la locomotive qu'ils espéraient pour Noël, comparaient, rêvaient, négociaient. Le petit chef de gare de René Le Tourneur veillait sur tout cela depuis la couverture. Pour des millions de Français, Jouef n'était pas une entreprise lointaine. C'était le train sous le sapin. C'était le transformateur qu'on branchait avec appréhension, ce boîtier au nom rassurant. C'étaient les rails posés en cercle sur le tapis du salon, le premier tour de roue, le convoi qui prenait de la vitesse sous les yeux d'un père et d'un fils accroupis côte à côte. C'était, comme l'a dit l'un de ses anciens enfants, du sérieux. La seule marque tricolore à avoir vraiment démocratisé le modélisme ferroviaire en France. C'est cette place-là, dans le cœur des gens, qui rend la suite si difficile à accepter. Parce qu'on ne parle pas ici d'une simple usine parmi d'autres. On parle d'un objet d'enfance. On parle d'une chose que 3 générations de Français associent aux meilleurs souvenirs de l'année. Dans le Jura, l'attachement était plus profond encore. Ici, Jouef n'était pas seulement une marque. C'était le gagne-pain, le voisin, le beau-frère, la vie même du bourg. Le savoir-faire s'était incrusté dans les familles comme le plastique s'incrustait dans les vêtements. On savait, à Champagnole, monter un moteur saucisson les yeux fermés. On savait peindre un filet doré sur une chaudière noire sans déborder. Ce savoir n'était écrit nulle part. Il vivait dans les mains des Jurassiens, transmis comme on transmet un métier, avec la fierté tranquille des gens qui fabriquent des choses justes. Pour ceux du pays, la formule était simple, et on la répète encore aujourd'hui à Champagnole. On était né dans Jouef, et on continuait dans Jouef. Et le Jura, autour, portait cette même identité industrielle discrète et têtue. Une terre née de la force de l'eau et du travail du bois, puis de la métallurgie des aciers spéciaux. Plus au sud, à Moret, on taillait les lunettes. La capitale française de la lunetterie, plus de la moitié de la production nationale. Du côté d'Oyonnax, on injectait le plastique dans ce qu'on appelait déjà la Plastic Valley. À Tavaux et à Dole, la chimie du géant belge Solvay. Un département de petites et moyennes entreprises, de savoir-faire précis, de gens qui fabriquaient des choses réelles avec des mains réelles. Jouef en était l'un des fleurons les plus aimés, parce que c'était le plus joyeux. Les autres faisaient des lunettes, des aciers, des solvants. Jouef faisait des rêves d'enfant. Georges Huard, en cédant contractuellement à ce paternalisme qui était la marque de son époque, avait bâti bien plus qu'une entreprise. Il avait bâti une communauté. Il avait fait d'un archipel de villages jurassiens la 2e maison d'un département. Et pendant 2 décennies, cette maison a tenu bon, prospère, sûre d'elle-même, persuadée que l'avenir lui appartenait, comme lui appartenait déjà le marché français. Elle avait raison sur le présent. Elle se trompait sur l'avenir. Et l'erreur avait déjà été commise, sans que personne, dans les ateliers, ne l'ait seulement vue. Chapitre 5. Le sommet et la signature. Le sommet, c'est le début des années 70. À ce moment-là, Jouef domine. Le marché français lui appartient. Les effectifs montent vers 1500 personnes à travers tout le Jura, toutes unités confondues. On parle, dans les bureaux, d'une entrée en bourse. Les modèles sont au fait de leur qualité. Le petit chef de gare trône sur des catalogues tirés à 300 000 exemplaires. Une locomotive référence 708 sort de l'usine pour la 2 millionième fois. Ou presque. Tout, absolument tout, semble aller dans le bon sens. Debout sur ce sommet, les hommes et les femmes de Champagnole avaient toutes les raisons de croire que le meilleur était encore devant eux. Ils avaient survécu à l'après-guerre, conquis un pays, écrasé leurs concurrents, inventé des produits en avance sur leur temps. Ils étaient la 2e entreprise du département. Que pouvait-il leur arriver ? Vue de l'extérieur, la maison paraissait invincible. Elle avait un fondateur légendaire, une marque que tout le pays connaissait, un savoir-faire que personne ne savait imiter au même prix, et un marché national largement acquis. Les modèles s'amélioraient d'année en année. La 141P de Pierre Baglin, en 1975,
atteignait un niveau de finesse qui forçait le respect des puristes eux-mêmes, ceux-là même qui, 15 ans plus tôt, méprisaient le plastique. Jouef n'était plus seulement le train du peuple, c'était devenu aussi un objet que les connaisseurs prenaient au sérieux. Une entreprise qui montait, techniquement, commercialement, symboliquement. On aurait dit une trajectoire sans plafond. Ce qui pouvait leur arriver s'était déjà produit. Ailleurs, loin des ateliers, dans un bureau, sur un document, en 1972. Cette année-là, au sommet de sa réussite, Georges Huard a vendu Jouef. Il l'a vendu à la Sofinex, une filiale du Crédit Lyonnais, un groupe financier, une banque. Un monde qui ne connaissait ni l'odeur du plastique chaud, ni le halètement des presses, ni le nom du petit chef de gare. 2 ans plus tard, en 1974, la Sofinex regrouperait Jouef avec d'autres marques de jouets, Solido, Heller, sous une raison sociale qui sonnait comme une ironie de l'histoire, le jouet français. Il faut mesurer la distance entre ces deux mondes. D'un côté, Champagnole, les familles, les ateliers de village, la peinture au filet doré, le wagon du vendredi, une communauté tout entière suspendue au feu rouge et vert d'un patron qu'elle craignait et respectait. De l'autre, un siège parisien où Jouef n'était qu'un actif parmi d'autres, une ligne dans un bilan, une case dans un portefeuille de marque qu'on pouvait regrouper, séparer, revendre au gré des stratégies. Les deux mondes parlaient des langues différentes. Le premier parlait le savoir-faire. Le second parlait la finance. Et à partir de 1972, c'est le second qui tenait les clés. Huard, l'homme au feu rouge et vert, avait posé une condition à la vente. Une seule, mais elle disait tout de lui. Aucun licenciement. Il exigeait qu'on ne touche pas à ses ouvriers, à ses familles, à sa fourmilière du Jura. La promesse fut faite. Et la promesse serait tenue un temps. C'est ici que naît la légende que l'on raconte souvent à propos de Jouef, celle d'une erreur unique, d'une décision fatale qui aurait, à elle seule, condamné la maison. Cette légende existe, et pour une fois, elle n'est pas tout à fait fausse. Simplement, l'erreur n'est pas celle qu'on croit. Ce n'est pas une erreur de produit, pas un modèle raté, pas un mauvais coffret. C'est cette signature de 1972. C'est le jour où le fondateur a remis une entreprise saine, dominante, aimée, entre les mains d'un groupe financier pour qui elle ne serait jamais qu'une ligne dans un portefeuille. L'historien Clive Lamming l'a formulé sans détour. C'est sans doute le début de la fin. La maison qui va perdre son âme. Mais en ce début des années 70, personne ne le sait encore. Les presses tournent, les catalogues partent, le wagon hebdomadaire quitte Champagnole, chargé de rêves. Georges Huard vieillit, riche et respecté, sans imaginer qu'il assistera de son vivant, très affecté, à la lente agonie de ce qu'il avait bâti, jusqu'à sa mort en 1995, à 89 ans. C'était l'apogée, le point le plus haut. Mais derrière ce sommet, le monde était déjà en train de changer. Et le premier changement n'était pas venu du marché, ni de la concurrence, ni de la technique. Il était venu d'une signature. Et personne, à l'intérieur de ces murs, n'avait entendu le bruit qu'elle avait fait en changeant tout. Chapitre 6. Le monde qui change. Le sommet ne dure jamais longtemps. Et à Champagnole, le monde qui allait tout emporter était déjà en marche. Il faut le dire d'emblée, Jouef était, par sa nature même, terriblement vulnérable à ce qui venait. Toute sa force reposait sur le volume, vendre beaucoup, à bas prix, à des familles nombreuses, dans une France qui s'équipait et se peuplait. C'était une machine faite pour la croissance. Mais une machine faite pour la croissance encaisse très mal l'arrêt de la croissance. Quand le vent tourne, ce qui était une force devient une faiblesse. Il faut continuer à produire beaucoup pour rester rentable, alors même que les acheteurs se raréfient. Jouef était bâti pour un monde qui, précisément, allait cesser d'exister. Il arrive d'abord par l'économie. Le premier choc pétrolier, en 1973, met fin à la longue insouciance des 30 glorieuses. La croissance ralentit, l'inflation ronge les salaires, et les familles regardent leur budget de plus près. Un train électrique, aussi aimé soit-il, reste un plaisir qu'on peut repousser.
Ce qui, hier encore, s'achetait sans hésiter, devient une dépense qu'on soupèse. Et une entreprise dont tout le modèle repose sur le volume, sur le grand nombre de coffrets vendus à petit prix, est précisément le genre d'entreprise que ce ralentissement frappe au cœur. Il arrive ensuite par le jeu lui-même. Les enfants des années 70 ne rêvent plus tout à fait des mêmes choses que leurs aînés. Les premiers jouets électroniques apparaissent, puis les jeux vidéo. Le tapis du salon, autrefois territoire exclusif du train, devient un champ disputé. Le convoi qui tourne en rond a désormais des rivaux qui clignotent et qui bipent. Et un enfant qui découvre l'écran, souvent, ne revient pas au circuit. C'est une génération entière d'habitudes qui basculent, lentement, sans qu'on s'en aperçoive tout de suite. Il arrive enfin par la concurrence. Lima, l'italien, celui qui avait copié la recette de Jouef, ne cesse de grandir. Il produit moins cher encore, il inonde les rayons, il pousse les prix vers le bas. Sur le terrain même que Jouef avait inventé, le plastique populaire, le coffret accessible, un adversaire plus jeune et plus agressif gagne du terrain, année après année, sans faiblir. Face à ces trois menaces, il aurait fallu une direction enracinée, patiente, qui connaisse la maison et le pays. Mais la maison, depuis 1972, n'appartenait plus à un homme du Jura. Elle appartenait à un groupe. Et un groupe ne réagit pas comme un fondateur. Un fondateur défend son œuvre parce qu'elle est sa vie. Un groupe cherche des solutions rapides, chiffrées, présentables dans une réunion, et interchangeables avec celles d'une dizaine d'autres marques du portefeuille. La première de ces solutions rapides a un nom et une adresse à l'étranger. En 1979, le groupe décide de jouer la carte de la délocalisation et du mondialisme. Il ouvre une usine à Limerick, en Irlande, sous le nom de Hobby Development Ireland. L'idée tient en une phrase : produire là-bas, à moindre coût, les modèles bas de gamme destinés au monde entier. C'est l'une des premières fois qu'on entend ce raisonnement à propos de Jouef. Fabriquer ailleurs pour payer moins. Ce ne sera pas la dernière. Loin de là. L'aventure irlandaise échoue vite. L'usine ferme dès 1981. Ce que le raisonnement avait oublié, c'est ce qui ne se délocalise pas. Le savoir-faire accumulé dans les mains jurassiennes, cette précision de la peinture et du montage qui ne s'improvise pas de l'autre côté d'une frontière. On avait cru pouvoir déplacer une usine comme on déplace une ligne dans un tableau. On avait déplacé les machines. On n'avait pas déplacé les décennies d'apprentissage. Mais la leçon, personne, en haut, ne la retint vraiment. La deuxième solution rapide est plus discrète, mais plus lourde de conséquences. Sous la pression financière, Jouef signe un pacte, non avec le diable, mais avec la grande distribution. Les grandes surfaces veulent des coffrets à petit prix, des marges réduites, du volume. Elles tiennent le haut du pavé, elles dictent leurs conditions, et une entreprise fragilisée n'est pas en position de refuser. Pour tenir ces prix, il faut fabriquer des locomotives de coffrets au rabais, qui n'ont plus grand-chose à voir avec les modèles soignés vendus chez le détaillant spécialiste. Deux Jouef commencent à coexister. Celui du magasin de jouets, encore fier, et celui de l'hypermarché, dégradé, bradé. C'est ici, et seulement ici, que le brin de vérité de la vieille légende trouve sa place. On a raconté que Jouef se serait bradé vers le bas de gamme. C'est vrai, mais tardivement, et pour une raison précise. Ce n'était pas un choix originel. C'était une conséquence. La conséquence d'une entreprise qui n'avait plus les reins financiers d'un fondateur et qui devait vendre à tout prix pour survivre. Le bas de gamme n'a pas causé la chute. Il en était déjà le symptôme. Confondre le symptôme et la maladie, c'est se tromper sur toute l'histoire. Les autres signes s'accumulent, visibles seulement pour qui sait les lire. Dès 1978, les premières restructurations à la mode de la gestion moderne. Compression du personnel d'un côté, inflation des cadres de l'autre. Moins de mains qui fabriquent, plus de bureaux qui décident. L'importation de kits en métal blanc anglais, la marque Kaiser, à la réputation désastreuse, qui écorne l'image de sérieux de la maison. Des annonces de gamme nouvelles, à l'échelle N, plus petite encore, claironnées dans les catalogues et qui ne verront jamais le jour.
Une entreprise qui, vue de loin, brille encore. Une entreprise qui, vue de près, commence à s'user, à promettre plus qu'elle ne tient, à parler plus qu'elle ne fait. Georges Huard, lui, n'est plus aux commandes. Il regarde de l'extérieur la maison qu'il a bâtie changer de main, de logique, de nature. Et il découvre ce que tant de fondateurs ont découvert avant lui, qu'une promesse contractuelle ne résiste pas à un bilan comptable. La promesse de ne licencier personne, arrachée en 1972, tiendra un temps. Puis les temps changeront, et il ne restera plus personne dans les nouveaux bureaux pour se souvenir qu'elle avait un jour été faite. Chapitre 7. Les mains qui passent. Pour comprendre ce qui arrive ensuite, il faut suivre non pas des trains, mais des signatures. Car à partir de là, l'histoire de Jouef n'est plus l'histoire d'une usine. C'est l'histoire d'un objet qui passe de main en main, chaque main un peu plus lointaine, un peu plus étrangère à Champagnole que la précédente. C'est le fil le plus douloureux et le plus vrai. On imagine souvent la mort d'une usine comme un événement, un jour, une catastrophe, une fermeture brutale. La réalité de Jouef fut tout autre. Ce fut une lente hémorragie, étalée sur 30 ans, ponctuée de faillites, de rachats, de promesses et de renoncements. À chaque étape, l'entreprise changeait de propriétaire. Et à chaque étape, ce propriétaire connaissait un peu moins le Jura, un peu moins le plastique, un peu moins les gens. La distance grandissait. Champagnole restait au même endroit. Ce sont les décisions qui s'éloignaient. Premièrement, on l'a vu, la Sofinex, filiale du Crédit Lyonnais. La banque avait regroupé Jouef, Solido et Heller sous cette enseigne au nom ironique, le Jouet français. Mais un groupe financier ne fabrique pas des trains, il gère un portefeuille. Et quand le portefeuille se met à perdre de l'argent, il ne pleure pas. Il vend. C'est toute la différence entre un fondateur et un actionnaire. Georges Huard, quand une gamme se vendait mal, se battait, cherchait, inventait, parce que l'entreprise était sa vie et son nom. Un groupe financier, lui, raisonne autrement. Si une ligne du portefeuille est déficitaire, on la cède, on la ferme, on la fusionne. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence pour une usine est plus dangereuse que la cruauté. On peut se battre contre un patron dur. On ne peut pas se battre contre un tableau de chiffres qui ne vous regarde même pas. En 1980, le groupe s'effondre. Liquidation. Puis règlement judiciaire au printemps de 1981. Le dépôt de bilan est daté du 8 mai. À Champagnole, ce jour-là, les ouvriers apprennent que la maison mère est morte. Eux, ils travaillent toujours. Les presses tournent, le wagon part encore. Mais au-dessus d'eux, le sol s'est dérobé. Ils fabriquent des trains pour une entreprise qui, juridiquement, n'existe plus. C'est une sensation étrange, celle de continuer un métier dont le propriétaire vient de disparaître. Comme un orchestre qui joue encore, alors que la salle se vide. Deuxième main, un homme d'affaires anglais du nom de Jimmy Goldsmith. Financier, spéculateur, chasseur d'actifs, l'un de ces hommes pour qui une entreprise n'est pas une chose qu'on fait vivre, mais une chose qu'on découpe et qu'on revend. Il rachète le groupe Jouef Heller Solido. Et il le mène rapidement à la faillite. Le groupe est démembré comme on découpe une bête. Majorette emporte Solido, Vullière m'emporte de Lacoste, Borden emporte Heller. Chacun sa part, chacun son morceau. Jouef, lui, est repris par Joustra, le jouetier de Strasbourg, le jouet de Strasbourg, intégré à un ensemble baptisé Compagnie européenne industrielle du jouet. Arrêtons-nous une seconde sur ce démembrement, parce qu'il dit tout. Un groupe de jouets français, né de marques que des passionnés avaient bâties une à une, se retrouve découpé en tranches et distribué à qui en veut. Solido par ici, Heller par là, Jouef ailleurs. Ce ne sont plus des maisons avec leur histoire et leurs hommes, ce sont des lots. Et chaque lot, en changeant de main, oublie un peu plus d'où il vient. Regardez ce qui se perd à chaque passage de main. Ce ne sont pas seulement des actions, ce sont des hommes. Les bureaux d'études, ce cœur battant qui avait produit la 141P et le Jouef-Matic, se vident peu à peu. Des ingénieurs, des modélistes, des dessinateurs partent. Certains fondent même une firme concurrente, baptisée Tram. Songez à ce que cela signifie. Les hommes qui savaient dessiner les trains Jouef s'en vont fabriquer des trains ailleurs, parce que la maison ne sait plus les retenir. Le savoir-faire,
ce trésor qui vivait dans les mains et les têtes, commence à fuir par toutes les portes. Et un savoir-faire qui fuit ne revient pas. On ne rappelle pas 20 ans d'expérience avec une petite annonce. Troisième main. Frappé à son tour par la concurrence des jouets électroniques et vidéo, l'ensemble industriel dépose son bilan en 1985. Et là, un homme du sérail tente de sauver ce qui peut l'être. Il s'appelle Jacques Barré. C'est un ancien directeur de Jouef, un homme qui connaît l'usine de l'intérieur, qui avait fondé sa propre entreprise, Phobie. Il reprend l'usine de Champagnole et crée, en 1986, une société au nom retrouvé, Jouef Industries. Le nom, à lui seul, est une déclaration. Il dit « Cette maison mérite de porter encore son nom et de le porter avec fierté. » C'est un geste de fidélité. Un homme de la maison qui revient sauver la maison. Après les banquiers et les spéculateurs, enfin quelqu'un qui sait ce qu'est une presse à injecter. On voudrait que cette histoire-là finisse bien. On voudrait, pour une fois, que le retour du fils prodigue soit récompensé. Elle ne finit pas bien. Jacques Barré meurt brutalement en 1987, à peine 1 an après avoir repris le flambeau. Et avec lui disparaît le dernier de ses patrons qui connaissait l'odeur du plastique chaud. Il faut mesurer ce que représente cette mort, au-delà du deuil d'un homme. Barré était le dernier lien vivant entre Jouef et Georges Huard, le dernier dirigeant à avoir appris le métier dans l'usine plutôt que dans un cabinet de conseil. Tant qu'il était là, il restait une chance que la maison soit dirigée par quelqu'un qui comprenait ce qu'elle fabriquait. Et pourquoi ? Sa disparition, dira-t-on à Champagnole, accumule sur la firme les nuages noirs et le découragement. La chaîne des hommes qui aimaient Jouef venait de se rompre pour de bon. La maison a désormais épuisé ceux qui l'aimaient. Il ne reste que ceux qui la calculent. Et une entreprise qu'on ne fait plus que calculer est une entreprise qui a déjà commencé à mourir. Même si les presses, elles, tournent encore. Chapitre 8. Le dernier sursaut. Et pourtant, il y eut un dernier sursaut. Le plus beau peut-être. Le plus cruel aussi, parce qu'il prouva que tout n'était pas perdu. Juste avant que tout le soit. Cet homme s'appelait Jean-Pierre Coron. Il fut le PDG de Jouef du milieu des années 80 jusqu'en 1995. Et il crut, sincèrement, qu'on pouvait sauver la marque en la tirant vers le haut, plutôt qu'en la laissant glisser vers le bas. Coron fait le pari inverse de la grande distribution. Au lieu de courir après le prix le plus bas, il vise l'excellence. Il refond entièrement la gamme. Des châssis en zamac, ce métal lourd et précis, à la place du plastique. Des moteurs allemands Bühler, réputés pour leur silence et leur endurance. Des transmissions par cardan, des volants d'inertie, qui donnent aux locomotives une inertie réaliste, cette façon de ralentir doucement, comme une vraie machine. Des locomotives qui roulent avec une douceur et une régularité que Jouef n'avait jamais atteintes en 40 ans. Avec la CC 72 000, la BB 26 000, la BB 36 000, la firme du Jura rejoint enfin le niveau des meilleures marques du monde. Celle-là même, allemande, qu'elle avait autrefois chassée du marché par le seul argument du prix. Et il y a le triomphe qui reste dans toutes les mémoires, le TGV. En 1989, Jouef sort son TGV et décroche l'exclusivité mondiale du TGV Atlantique pour 3 années. Comprenez bien ce que cela représente. Le train le plus rapide du monde, la fierté technologique de la France, celui dont les journaux télévisés parlaient comme d'un exploit national, reproduit en modèle réduit par la maison de Champagnole et par elle seule. Un enfant pouvait faire filer sur son tapis le même train qui, à l'échelle réelle, battait les records de vitesse. Le cercle était bouclé, de la BB 9004 du record de 1955 jusqu'au TGV. Jouef reproduisait, comme au premier jour, la fierté ferroviaire française. Jouef était redevenu grand. Voilà pourquoi il faut le dire nettement, une dernière fois, contre la légende. La montée en gamme n'a pas tué Jouef. Elle fut au contraire sa plus belle réussite technique, la preuve éclatante qu'une entreprise française pouvait encore, à la fin des années 80, faire aussi bien que les meilleurs au monde. Les modèles de cette période comptent parmi les plus recherchés que la marque ait jamais produits. Les collectionneurs se les arrachent aujourd'hui encore.
Mais Jean-Pierre Coron avait un défaut, et ce défaut fut fatal. Il ne savait pas s'arrêter. Il diversifia à outrance. Des automobiles miniatures en Zamac, la gamme Jouef Evolution, déclinée à 3 échelles différentes. Des poupées, sous une marque rachetée. Des jouets de plage. Chaque nouvelle aventure exigeait des investissements, des moules, des réseaux de vente, et chacune coûtait cher, très cher, dispersant les forces d'une entreprise qui n'en avait plus les moyens. On voulait tout faire, on finit par ne plus rien tenir. Pour maintenir des prix bas sur l'entrée de gamme, Coron fit même produire certains coffrets à l'étranger, en Slovénie. La délocalisation, encore, revenait par la petite porte, introduite cette fois non par des financiers, mais par l'homme qui voulait sauver la maison. Les coûts explosèrent, et la belle stratégie de l'excellence sombra sous le poids de tout ce qu'on y avait accroché. En 1995, Jouef fut placé en redressement judiciaire, une fois de plus. Cette même année, à 89 ans, Georges Huard s'éteignait, le fondateur, l'homme aux feux rouges et verts, ayant vécu assez longtemps pour voir sa maison tomber encore. On dit qu'il en fut très affecté. On le serait à moins, il avait tout construit, et il regardait, vieillard, des inconnus le défaire par morceaux. Coron, lui, quitta la scène. C'était un homme aux multiples vies. On le connut aussi dans ces années-là comme président du club de football de Dijon, une autre passion, un autre pari. Il aimait, semble-t-il, les entreprises ambitieuses et risquées. Bien plus tard, on apprit sa disparition dans un accident de voiture, au Maroc, au début de l'année 2013. L'homme du dernier sursaut s'en allait sans bruit, loin de la France, longtemps après que sa maison lui eût échappé. Car il faut lui rendre cette justice. Jean-Pierre Coron fut, à sa manière, le dernier Français à croire qu'on pouvait sauver Jouef depuis la France. Le dernier à parier sur l'excellence plutôt que sur le rabais, sur le savoir-faire plutôt que sur la délocalisation. Il s'est trompé, non pas dans la direction, mais dans la mesure. Il a voulu trop vite, trop cher. Mais son erreur était celle d'un homme qui aimait la maison. Ce qui vint après n'aima plus rien du tout. Car ce qui vint ensuite ne parlait plus français. Chapitre 9. Les moules sur les camions. Après le dépôt de bilan de 1995, la branche ferroviaire de Jouef fut rachetée, en 1996, par un groupe italien, Rivarossi. Et il faut mesurer l'ironie de ce moment, car elle est presque parfaite. Rivarossi possédait déjà Lima, ce même Lima qui, 50 ans plus tôt, était né à Vicence en copiant la recette de Jouef, le plastique et le bas prix, pour lui livrer bataille sur son propre terrain. Pendant un demi-siècle, Lima avait couru derrière Jouef. Pendant un demi-siècle, Jouef avait été le maître, l'inventeur, le modèle. Et voilà que l'élève rachetait le maître. Le copieur possédait désormais l'original. Le concurrent italien tenait entre ses mains l'entreprise qu'il avait passé sa vie à imiter. Et il allait décider de son sort. Rivarossi avait d'ailleurs, ces années-là, l'appétit d'un ogre. Il avait absorbé Lima quelques années plus tôt, puis l'allemand Arnold. Il ramassait, une à une, les vieilles maisons du train miniature européen, comme on ramasse des pièces sur un échiquier. Jouef n'était qu'une prise de plus. Au début, la production resta à Champagnole. Mais l'effectif, lui, avait fondu. De la fourmilière de jadis, de ces 1500 personnes du sommet, il ne restait plus qu'une soixantaine de salariés. Une soixantaine. Là où une ville entière avait travaillé. Là où l'on était devenu la deuxième entreprise du département, derrière Solvay. Le chiffre, à lui seul, raconte tout ce qui avait déjà été perdu, décision après décision, avant même la fin. Car il faut le comprendre. Quand les Italiens ferment l'usine en 2001, l'essentiel est déjà mort depuis longtemps. La grande usine des 30 Glorieuses, la fourmilière aux 13 sites, les familles entières, les couples, le wagon du vendredi. Tout cela avait déjà été démantelé, poste par poste, au fil des faillites et des restructurations. Ce que le groupe italien éteignit, ce n'était plus la grande maison de Georges Huard. C'en était la dernière braise. Une soixantaine de personnes qui gardaient encore allumée, presque seules, une flamme qui avait autrefois éclairé tout un département. C'est ce qui rend la fin à la fois moins spectaculaire et plus triste.
Il n'y eut pas de chute vertigineuse en 2001. Il y eut l'extinction d'une braise qu'on avait laissée mourir depuis 20 ans. Le groupe nomma à la tête de l'usine un directeur italien, Dario Cavalieri. La direction commerciale revint à Yvon Le Bastard, un ancien importateur parisien de la marque Rivarossi. Puis Rivarossi devint Lima SPA, et Lima devint à son tour une raison sociale qui ne voulait plus rien dire pour personne à Champagnole. Idée commerciali 2. Des idées commerciales. Voilà ce qu'était devenu Jouef dans les livres de comptes transalpins. Une idée commerciale, numérotée, une ligne parmi d'autres. Le nom même de la maison de Georges Huard avait disparu de l'enseigne. Il ne restait qu'un sigle comptable. Et puis vint la date. Le 1er juin 2001, le groupe annonça la fermeture définitive de l'usine de Champagnole. Il n'y eut pas de débat, pas de plan de sauvetage, pas de repreneur cherché sur place. La décision n'avait pas été prise à Champagnole. Elle n'avait pas été prise dans le Jura, ni même en France. Elle avait été prise en Italie, dans les bureaux d'un groupe pour qui l'usine de Champagnole n'était qu'un site parmi d'autres. Une ligne dans une consolidation, un coût à supprimer. Les hommes qui décidaient de la fin de Jouef n'avaient, pour la plupart, jamais posé le pied dans le Jura. Ils ne connaissaient pas la sirène, ni l'odeur du plastique chaud, ni le petit chef de gare de René Le Tourneur. Pour eux, ce n'était pas une mémoire, c'était une adresse à fermer. La production partirait en Italie, à Isola Vicentina. L'outil industriel serait démantelé. Et les moules, ces moules d'acier qui étaient la véritable richesse de la maison, la mémoire technique de 50 ans de travail, les moules seraient chargés sur des camions et emportés. En Italie, voire plus loin, vers l'Est. Songez à ce que cela voulait dire pour les gens de Champagnole. Ces moules, c'était leurs mains. C'était le geste de l'ouvrière à la peinture, la précision du régleur de presse, l'œil du contrôleur. Tout ce savoir accumulé, coulé dans l'acier. Chaque moule était le fruit de décennies de mise au point, d'essais, de corrections. On ne les rachète pas, on ne les refait pas. Ils partaient sur un camion, vers une frontière, pour ne jamais revenir. On ne délocalisait pas seulement une production, on emportait une mémoire, et on la déracinait du seul endroit où elle avait un sens. Le journaliste Marc Offet le résuma dans un titre du Parisien, à l'été 2001. Jouef, c'est presque fini. Presque. Le mot était de trop. C'était fini. Vinrent alors les derniers jours. Ce qu'aucun communiqué ne raconte. Les presses tournèrent une dernière fois. On acheva les dernières séries. On vida les dernières trémies de plastique. On peignit les derniers filets. Les gestes étaient les mêmes que la veille, que l'année d'avant, que 20 ans plus tôt. Sauf qu'ils étaient les derniers, et que chacun le savait. Puis les machines s'arrêtèrent. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de discours au haut-parleur. Une équipe termina son poste, et la suivante ne vint pas. Ce qu'on remarque, quand une usine s'arrête, ce n'est pas d'abord l'absence de bruit. Une usine qui a produit pendant un demi-siècle a une présence sonore que les ouvriers cessent d'entendre après la première semaine. Ce halètement des presses si constant qu'il se confond avec le silence. On ne le remarque que le jour où il s'arrête. Et ce jour-là, ce qui s'installe dans les halles de Champagnole, ce n'est pas le calme, c'est un silence qui n'a rien à faire là. Un silence de la mauvaise forme. Le même silence exactement que celui du salon quand un enfant, le soir de Noël, débranche enfin le transformateur et que la petite locomotive s'immobilise. Sauf qu'à Champagnole, cette fois, personne ne rebrancherait le lendemain matin. Mais les ouvriers ne se laissèrent pas emporter sans rien dire. En 2001, ils descendirent dans les rues de Champagnole pour manifester. Il faut se représenter la scène. Une petite ville du Jura, ses trottoirs remplis d'hommes et de femmes qui avaient donné leur vie à des trains miniatures. Des gens qui n'avaient rien de révolutionnaire, qui avaient travaillé en silence pendant des décennies et qui, pour la première fois, marchaient dans leur propre rue pour demander qu'on ne les efface pas. Ils savaient sans doute que c'était perdu, que la décision avait été prise ailleurs, dans une langue qui n'était pas la leur, par des gens qui ne connaissaient ni leur nom, ni leur visage.
On ne fait pas revenir un groupe italien sur une fermeture en défilant dans une rue de Champagnole. Mais il y a des marches qu'on fait non pas pour gagner, mais pour ne pas disparaître en silence. Pour que quelqu'un, quelque part, sache que des gens ont vécu là, ont travaillé là, ont compté. Ils firent mieux que manifester. Ils résistèrent à leur manière, avec les moyens du bord. La marque possédait plusieurs grands réseaux de démonstration, ces maquettes complètes qu'on exposait dans les foires et les salons pour faire rouler les trains devant le public. Des heures de travail, des mètres de rails, des paysages entiers reconstitués à l'échelle. Au moment de la délocalisation, les ouvriers en soustrairent quelques-uns. Ils les cachèrent. Ils sauvèrent du camion ce qu'ils purent sauver. L'un de ces réseaux resta longtemps à la mairie de Champagnole, comme un trésor arraché au naufrage, avant d'être un jour patiemment restauré. Un geste minuscule, dérisoire face à la puissance d'un groupe qui pesait des millions. Et pourtant, un geste qui disait tout. Vous emporterez les moules, vous emporterez la production, vous emporterez le nom dans vos tableaux. Mais ceci, ce petit monde-là, il reste ici. Il est à nous. Vous ne l'aurez pas. Le plus dur, ce furent les couples. Chez Jouef, on l'a dit, on travaillait souvent à deux. Le mari à l'atelier, la femme à la peinture. C'était l'une des beautés du système Huard, cette usine où des familles entières trouvaient leur place. Ce fut aussi, à la fin, l'une de ses cruautés. Car quand la fin vint, beaucoup de couples furent licenciés le même jour. 2 salaires, une seule annonce. Toute une maisonnée mise à l'arrêt d'un coup, sans autre horizon, dans une petite ville où l'usine avait été, pendant 2 générations, le seul horizon. Imaginez la conversation, le soir, à la table de la cuisine. Cette même table où l'on avait peut-être autrefois monté des locomotives à domicile. Lui sans travail, elle sans travail. Les enfants qui écoutent. Et dehors, la neige et le Jura, et pas grand-chose d'autre à faire à 50 ans quand la seule usine du pays vient de fermer. Un ancien l'a dit, et ces quelques mots valent tous les rapports. Quand Jouef a fermé, tout le monde a pleuré. Il faut être honnête sur un point, parce que l'honnêteté est due à ces gens-là. Le nombre exact des salariés licenciés ce jour-là, l'histoire écrite ne l'a pas retenu avec certitude. Les chiffres qu'on trouve dans les archives en ligne renvoient à des dates antérieures, à d'autres plans, à d'autres années. Ce silence, cette imprécision, dit peut-être quelque chose à lui seul. Quand une usine meurt loin des grandes villes, dans un bourg du Jura plutôt que sous les fenêtres d'un ministère, personne, à Paris ou à Milan, ne prend soin de compter précisément ceux qu'elle laisse derrière elle. Ils ont donné leur vie à la maison. La maison, en partant, n'a même pas gardé le compte exact de leur nom. Et c'est peut-être là, dans cette imprécision même, que se lit la vérité la plus dure de toute cette histoire. Une usine qu'on ferme, sous les fenêtres d'un ministère, fait la une des journaux. On compte ses licenciés, on les nomme, on les défend. Une usine qu'on ferme dans un bourg du Jura s'éteint dans le silence des archives. Les gens de Champagnole n'ont pas seulement perdu leur travail, ils ont perdu jusqu'au droit d'être comptés avec exactitude. C'est la dernière indifférence, après toutes les autres. Chapitre 10. Après le silence. L'usine se tut. Et la vie, elle, continua, ailleurs, autrement, plus petite. La production partit en Italie, mais le repos ne dura pas pour les nouveaux maîtres non plus. Car il y a une justice froide dans cette histoire. Ceux qui avaient éteint Champagnole ne prospérèrent pas sur ses cendres. En juillet 2003, le groupe Lima fut à son tour placé en liquidation. Les pertes étaient estimées à environ 1 400 000 € par an, et les actionnaires ne s'entendaient plus sur la manière de renflouer le navire. Celui qui avait emporté les moules du Jura s'éteignait à son tour, 2 ans à peine après avoir refermé l'usine. La délocalisation n'avait même pas tenu sa promesse la plus élémentaire. Elle n'avait pas sauvé ceux qui l'avaient décidé. Alors une dernière main se tendit, et elle venait de l'autre côté de la Manche. Fin février 2004, les actionnaires acceptèrent une offre. En octobre de cette année-là, la marque Jouef, avec l'ensemble Lima, fut rachetée par le groupe britannique Hornby pour la somme de 8 millions d'euros. L'accord fut définitivement confirmé le 16 décembre 2004. Hornby, un nom qui, par une ultime ironie,
était aussi celui de l'une des vieilles maisons françaises que Jouef avait balayées un demi-siècle plus tôt. Hornby ne ramena pas la production en France. Il la déplaça en Chine. Les premiers modèles Jouef fabriqués en Chine réapparurent dans les rayons français au début de l'année 2006, distribués par une société que Hornby racheta pour former sa filiale française. La boucle de la formule de l'historien Clive Lamming était bouclée. La Franche-Comté avait été, disait-il, la Chine d'autrefois. La main-d'œuvre habile et bon marché à portée de camion. Désormais, c'était la vraie Chine qui fabriquait les petits trains français, et elle était à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, la marque existe toujours. Elle appartient à un groupe britannique, elle est fabriquée en Chine, et elle vit surtout de ses répliques de TGV. Le triomphe de Jean-Pierre Coron lui survit, sous pavillon étranger, produit à des milliers de kilomètres du Jura. En 2020, le chiffre d'affaires de la marque Jouef s'élevait à environ 329 000 €. Un beau nom, une belle histoire, une légende de l'enfance française. Réduit à quelques centaines de milliers d'euros, géré depuis l'étranger, dans des tableurs où personne n'a jamais entendu la sirène de Champagnole. Et Champagnole, l'usine Bugnet, celle du wagon hebdomadaire, celle de l'embranchement particulier, celle du directeur Roger Bugnet, ferma ses portes en 2004. Elle devint un centre de loisirs. Là où l'on injectait le plastique et où l'on peignait les filets dorés à la main, on organise désormais des activités. Un autre bâtiment, racheté par la communauté de communes, fut restauré et rebaptisé, d'un nom qui est à la fois un hommage et une épitaphe. Le Jouef. Mais la mémoire, elle, refusa de mourir. En 2015, une dizaine d'anciens salariés fondèrent une association, Jouef 39, du numéro du département, ce Jura qui coule dans le nom comme il coulait dans les veines de la maison. Des noms qu'il faut citer, parce qu'ils ont fait ce que les propriétaires successifs n'avaient pas fait. Ils ont pris soin. Christian Garnier, Henri Billard-Désiré, Éric Janine Grosse. En 2017, ils publièrent un livre, Jouef, toute une histoire. Chaque année, ils organisent une bourse exposition, Jouefissimo, qui attire près d'1 millier de visiteurs. Ils parlent d'un musée. Ils restaurent les réseaux sauvés du camion, ceux-là même qu'on avait arrachés à la délocalisation. Sur les marchés de l'occasion, les vieux wagons Jouef se vendent encore. Quelques euros pour les plus communs, bien davantage pour les raretés. Des collectionneurs les traquent, les réparent, les font rouler. La petite locomotive référence 708, celle des 2 millions d'exemplaires, celle qui avait 40 ans de carrière, roule toujours dans des salons français, entre les mains d'hommes qui étaient des enfants quand elle est sortie de l'usine. Elle a survécu aux banquiers, aux spéculateurs, aux Italiens, aux camions. Elle roule encore. Chapitre 11. Ce qui reste. Le bâtiment est toujours là, à Champagnole. Restauré, rebaptisé, réaffecté. On y a mis un nom sur la façade, le Jouef, comme on pose une plaque sur une tombe. Ce qui manque, à l'intérieur, c'est le travail. Plus de presse, plus de peinture, plus de wagons qui partent le vendredi, chargés de trains, tirés par un vrai train. Plus de cette fourmilière qui montait des locomotives à la table des cuisines, l'hiver, quand la neige coupait les routes. Il reste les murs. Et le nom. L'entreprise n'est pas morte d'une catastrophe. Elle n'a pas brûlé, elle n'a pas coulé, elle n'a pas été frappée par une crise venue du ciel. Elle est morte lentement, d'une chose plus difficile à filmer, une succession de propriétaires pour qui elle n'a jamais été qu'une ligne. Le Crédit Lyonnais, Goldsmith, la Compagnie européenne, les Italiens, les Britanniques. À chaque passage de main, un peu de l'âme s'en allait, un peu du savoir-faire fuyait, un peu de la distance grandissait entre ceux qui décidaient et ceux qui fabriquaient. La légende disait qu'une seule erreur avait détruit Jouef. Elle avait raison sur un point et tort sur tout le reste. L'erreur unique existe. Ce n'est pas un mauvais coffret, un modèle raté, une trahison du plastique vers le métal ou du métal vers le plastique. C'est le jour de 1972 où un fondateur a remis une entreprise saine, aimée, dominante, entre les mains de gens qui n'avaient jamais entendu le halètement des presses. Tout le reste, les faillites, les délocalisations, les moules sur les camions,
n'a été que la longue mise en œuvre de ce jour-là. Reste une image, celle d'un matin de Noël, quelque part en France, il y a longtemps. Un coffret ouvert sur le tapis, des rails posés en cercle, un transformateur qu'on branche avec précaution, et une petite locomotive qui prend de la vitesse sous les yeux d'un enfant, tandis qu'un petit chef de gare de papier, dessiné par René Le Tourneur, veille sur la scène depuis la couverture de la boîte. Ce train-là roule encore, quelque part, dans un salon jurassien, entre les mains d'un ancien enfant devenu grand. Il est fabriqué en Chine désormais. Mais il porte un nom né dans un village du Jura, sous l'occupation, dans la tête d'un homme qui savait vendre avant de savoir fabriquer. Et pour ceux qui l'ont connu, ce nom-là ne s'éteindra jamais tout à fait.